Il va être question maintenant d'objets détournés. D'objets détournés, alors, avec Marcel Duchamp, on détourne un objet pour finalement le transformer en œuvre d'art sans intervenir physiquement, mais simplement sur son contexte de présentation, d'exposition, qui va lui conférer le statut d'une œuvre d'art. Et je pense qu'il est amusant de regarder, par exemple, ce porte-bouteille. Porte-bouteille. Oui, on a plutôt l'impression finalement de voir un corset, de voir un objet très contondant, relativement agressif, qui peut être en fer blanc, en fer forgé, en aluminium, que sais-je, mais en tout cas avec quelque chose dans son matériau, dans son expression, dans sa construction, quelque chose de rigide, de dur, d'agressif, alors même qu'on parle de bouteille et d'eau ou de liquide. Et ça souligne le paradoxe finalement que ce totem à la bouteille finalement se présente plutôt sous la forme d'un cactus métallique que le réceptacle agréable à l'œil, c'est très agréable à l'œil, mais en tout cas qui nous rappelle l'eau. Et pourtant l'eau, le liquide, la soif sont déjà présentes dans ce porte-bouteille. Donc, même quand l'objet dont on parle est absent, il y a quand même un lien, une trace avec l'objet qu'il a porté ou l'objet qui pourrait le suggérer, l'objet technique en particulier. Quand vous regardez une vanne, vous ne voyez pas le liquide, vous ne représentez pas forcément le liquide, et pourtant le liquide est là. Donc, interrogez-vous sur l'objet, son détournement, sa trace, son empreinte sur le réel et sur la représentation, sur l'image que vous en avez. Une absence peut attester d'une grande présence dans la réalité. C'est un peu le cas d'ailleurs avec le travail de Subodh-Gupta, où cette divinité, voilà, dans une crypte cette divinité formée d'une multitude d'ustensiles, de réceptacles à matière, à liquide, essentiellement alimentaire. Si vous avez voyagé un peu au Pakistan ou en Inde, vous voyez quand même que la ferblanterie, c'est une activité majeure, hein, et qui permet simplement de s'acclimater la vie, enfin tout simplement de vivre, hein. On en a besoin pour manger, c'est des besoins essentiels, comme l'eau est essentielle, comme le fait de manger, de faire cuire un aliment, c'est absolument essentiel, mais ça permet également la mobilité, transporter l'aliment, transporter le liquide, le donner, le partager, et tout ça rassemblé, et ça devient une tête de mort géante qui occupe tout un espace et qui nous rappelle finalement la corruption de tout ça, la vanité de tout ça, la fin de tout ça. Et le nom lui-même de cette œuvre est parlant, Very Hungry God, donc un dieu ou une déesse, hein, mais c'est God, c'est pas goddess, un dieu très affamé, assoiffé. Quel est cet ogre qui pourrait nous dévorer et qui inspire nos dévotions. Ce côté sacré, il est très présent dans un roman de Frank Herbert, Dune, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent, et qui a été repris, qui a été filmé, après multiples tentatives, par David Lynch, film très controversé par tous les fanatiques en particulier du livre. Mais cette interprétation est très plastique et très plasticienne, avec tout le génie de Lynch derrière, et de son producteur, Dino De Laurentiis. Et en particulier, je souligne là, par cette image, un dispositif qu'on retrouve également pour ceux qui voyagent dans l'espace, un distill, donc quelque chose qui permet de boire à partir de ses propres fluides, donc qui recycle finalement ses propres fluides, et qui est l'invention qui permet de survivre à un peuple du désert, parce que vous savez que Dune est une planète que l'eau a quittée, et ont survécu des gens qui ont pu mettre en place un dispositif de recyclage d'eau autonome, personnalisé, sur mesure,
le distil. Et c'est d'ailleurs quand un guerrier passe l'adolescence, alors à ce moment-là, on lui offre et on lui confère le distil. Tuer quelqu'un, c'est très simple dans le peuple des Fremen, c'est juste lui retirer ce vêtement et il sera promis à une mort certaine. Ce qui arrive d'ailleurs à un des héros. C'est intéressant cette idée que finalement on peut se recycler soi-même. On peut totalement se recycler pour échapper à cette mort qui est affamée, affamée de corps, affamée d'organes, affamée de tout pour tout dévorer. Non pas là des cendres aux cendres, mais de la chair à la décomposition organique, à l'évaporation la plus totale, y compris notre présence sur la Terre. Donc il y a quand même quelque chose de la survie dans ces agencements autour de l'eau, c'est-à-dire de côté indispensable, de côté crucial, de côté mortel et fatal, que je voudrais souligner quand même parce que ça débanalise aussi toute cette affaire, qui n'est pas seulement une affaire de tuyaux et de bassins de décantation. Quelqu'un qui est allé encore plus loin que Frank Herbert ou David Lynch avec ce distil, sur la mutation du corps nécessaire ou possible, sur ce désir d'animalité dont nous parlait Gilles Deleuze, sur statut de l'animal, c'est bien évidemment Matthew Barney, que j'ai mis, en plus que j'ai entouré du travail de Björk et en particulier des designers attitrés de Björk, les MM. Ce travail de Matthew Barney, Crewmaster, c'est le muscle qui, de toute façon, fonctionnellement, sert à rapprocher ou à éloigner les testicules du corps de l'homme. C'est totalement autonome. C'est quelque chose qui fonctionne sans notre intervention, de manière totalement réflexe, et qui assure la survie de l'espèce. Parce que vous savez, avec des variations de température, à ce moment-là, l'homme peut perdre toute fertilité, donc être stérilisé. Quand vous perdez l'eau, vous pouvez aussi être stérilisé, parce qu'il n'y a plus d'eau, le végétal s'effondre, il meurt, et peut-être qu'il ne se régénérera jamais. Donc ces mécanismes organiques, je dirais à notre insu, par devers nous, fascinent bien sûr Matthew Barney, qui a monté tout un opéra plasticien autour de cette histoire, avec de multiples installations, de multiples vidéos, de multiples photos. Il est allé assez loin d'ailleurs, puisqu'il a mis en scène, il s'est mis en scène lui-même, il a mis en scène toutes sortes de personnages qu'il a créés qui sont en mutation aux frontières de l'animalité. Il n'est pas là question de super pouvoir comme dans les X-Men, il est question d'animalité au sens premier du terme. Est-ce que nous ne sommes pas des figures baroques d'animaux? Est-ce que nous n'avons pas finalement tous des totems animaux qui habitent en nous, que nous le sachions ou non? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'instincts, comme le crémaster, qui pilotent notre existence? Et je pense que par rapport à cette notion d'eau, par rapport à cette notion d'urbanité, il est difficile de faire coexister des animaux très différents dans un même zoo. Il est peut-être très difficile de faire coexister des êtres humains si différents dans des communautés ou des appartenances multiples dans la même ville. C'est parfois pas évident, c'est tout le rôle des politiques et des organisations sociales. Et pourtant, on le sait bien, les animaux, il y a toujours une heure de la journée où, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur existence, elles se retrouvent le soir venu pour boire à la même eau.